Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de géopolitique. Au sommet de cette émission, le conflit russo-ukrainien. Nous allons aborder et analyser ce conflit sur 7 points. La position de Zelensky sur les négociations de paix, la politique européenne envers l'Ukraine, l'engagement américain et ses précédents, les risques d'une escalade mondiale, les solutions pour sortir de la crise ukrainienne, les conséquences économiques du conflit en Europe, l'avenir du conflit, Poutine ira-t-il jusqu'à Kiev? Pour cette émission, je suis accompagné de M. Etoga, maître en communication. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de la confiance que vous avez mis en ma personne. Et c'est tout un honneur que de venir analyser au mieux de ma personne l'ensemble des thématiques que vous mettez sur la table. Ces thématiques-là qui concernent l'avenir d'un monde meilleur. La position de Zelensky sur les négociations de paix. Zelensky veut-il vraiment négocier pour la paix? De prime abord, on dirait qu'il aimerait négocier pour la paix au regard de l'aspect social que ce conflit pose, la perte en vies humaines, la destruction sur son territoire. Il aimerait bien préserver la vie. À ce niveau-là, on va considérer qu'il aimerait négocier pour la paix. Et le parterre qui l'accompagne, l'ensemble de la communauté internationale qui l'accompagne dans ce sens-là, travaille à ce que les négociations prennent dans la mouvance de la recherche de cette paix-là. Mais concrètement, est-ce que le président Zelensky aimerait négocier dans les termes de la négociation voulue par la Russie? Là est toute la question. Si vous observez les négociations qui ont eu lieu à Istanbul, en Turquie, en 2022, vous verrez que la Russie réclame, n'est-ce pas, les territoires déjà occupés, réclame un ensemble de choses dont l'Ukraine considère comme étant une volonté d'accaparement des terres, par exemple, de vassalisation, qu'elle ne saurait aucunement accepter. De ce point de vue-là, le refus de négocier sur les bases des termes édictés par la Russie, je pense que Zelensky est dans son bon droit. Et maintenant, s'il aimerait négocier pour aboutir à la paix, la réponse est tout simplement oui. L'Ukraine est-elle prête à faire des compromis, notamment en ce qui concerne les territoires occupés? Alors, ici, faisons un peu une analyse par une métaphore. Si aujourd'hui on vient cambrioler votre studio et que ce ravisseur-là impose l'accaparement de votre matériel audiovisuel au point où il vous demande de ne plus réclamer cela parce que si vous voulez une paix quelconque entre lui et vous, vous devez manifestement lâcher prise sur votre possession. Est-ce que ce thème de la négociation là vous arrangerait? Je pense que non. Et donc, de ce point de vue-là, si la Russie considère aujourd'hui le Donbass et l'ensemble la Crimée, par exemple, comme étant des territoires russes, et que l'Ukraine considère que la souveraineté est quelque chose de fondamental et qu'elle partage cette idéologie-là avec la Russie, il est de bonne loi de revoir les positions que nous avons vis-à-vis de cette question-là et l'orientation idéologique qu'on aimerait apporter dans la solution qu'on aimerait trouver pour l'avènement d'une paix des braves. Mais ici, lâcher prise pour l'Ukraine sur ces territoires-là, c'est comme nier sa souveraineté. C'est comme un État qui est dénué de toute autorité sur l'ensemble de son territoire. De ce point de vue, on ne saurait être en accoutumance avec l'idéologie qu'aimerait vendre la Russie, à savoir que la souveraineté
nation est quelque chose de fondamental et qu'on ne saurait jouer avec d'un point de vue de la communauté internationale qui aime toujours subjuguer les nations. À ce moment-là, la Russie est en train de se fourvoyer si elle arrive à s'accaparer les terres de l'Ukraine. Et donc, le conflit va naturellement perdurer parce que l'Ukraine, sentant sa souveraineté bafouée, aimerait, n'est-ce pas, conquérir ces terres pour assurer la souveraineté totale sur l'ensemble de son territoire. C'est à ce niveau-là que je pense la Russie, bien qu'ayant édicté l'ensemble des objectifs qui l'amènent sur le territoire ukrainien, doit, de mon point de vue, accepter, n'est-ce pas, que la souveraineté est quelque chose de fondamental et c'est qui garantit l'existence des nations, c'est cette souveraineté-là. Et donc, s'accaparer les terres sous le fallacieux, j'ai envie de dire, prétexte qu'il y a eu un référendum qui a permis aux citoyens de voter, de se rattacher à la Fédération de Russie, de mon point de vue, est quelque chose de néfaste pour l'existence même, soit de la Russie, soit de l'Ukraine. Il faille ici que les indépendantistes du Donbass, soit ils arrivent à une création d'un État indépendant, ce qu'ils aimeraient bien, je pense, et donc avec, pour protection sécuritaire, la Russie, soit, et donc, vous voyez ici, la question de la souveraineté est quelque chose de discuté, parce qu'il y a si ils arrivent à prendre possession des territoires, de ce territoire-là, il y a forcément négation de la souveraineté, il y a division du pays qu'est l'Ukraine. Et de mon point de vue, à ce niveau-là, la question de la souveraineté que met en lumière la Russie sur la scène internationale est quelque chose de discuté quand on regarde son agissement sur le territoire ukrainien. Comment l'Ukraine perçoit-elle le rôle des médiations, des médiateurs internationaux, ONU, Turquie, la Chine, la présidence au niveau de l'Union européenne de Viktor Orban dans les pourparlers de paix? Je considère que l'Ukraine n'est pas un organisme, non pas l'Ukraine, la communauté internationale, à savoir l'Union européenne et consorts, ne sont aucunement des éléments à prendre dans toute la neutralité qu'on aimerait leur accorder, parce qu'ils ont fait et cause pour la cause ukrainienne dans ce conflit-là. Ils apportent le matériel nécessaire pour que l'Ukraine résiste à la percée russe sur le territoire ukrainien. Et donc, eux aussi, à ce niveau-là, ils considèrent que la souveraineté des nations est quelque chose de fondamental et ce qui garantit la saine collaboration, la saine diplomatie entre les nations. De ce point de vue, vous voyez que la neutralité est discutée. Et donc, du côté du Russe qui va venir à une table de négociation qui considère que l'Union européenne est neutre sur cette question, je pense que lui-même il est en train de se tromper. Et donc, les négociations avec l'Union européenne, les États-Unis, la communauté internationale sont déjà, de mon point de vue, les négociations qui, à mon sens, seront dénuées de toute neutralité, pour la simple et bonne raison qu'ils ont déjà fait et cause pour la cause ukrainienne. L'Europe doit-elle revoir sa politique envers l'Ukraine pour rétablir la paix? Alors, est-ce que l'Europe doit revoir sa politique? Je dirais que oui, oui. Il y a fort à parier que si l'Europe continue dans la lancée qu'elle a choisie, à savoir magnifier son appartenance à l'idéologie qui se rattache, n'est-ce pas, à ce que aimerait avoir l'OTAN, aimerait voir l'OTAN sur la scène européenne, il y a fort à parier que cette Europe-là sera fragilisée dans un proche avenir. Et maintenant, est-ce qu'elle doit revoir sa politique visant envers l'Ukraine? Que oui, pour la simple et bonne raison que l'existentialisme qui doit, n'est-ce pas, garantir l'existence de l'État, des États européens, la saine collaboration qui doit exister entre ces États-là et consolider les liens qui doivent raffermir, n'est-ce pas, la collaboration entre les citoyens de cet espace territorial-là, se verrait consolidé au regard, n'est-ce pas,
sa désunion avec l'idéologie que prônent les États-Unis. Au regard maintenant de tout ce que je viens de dire, si l'Union européenne ne reconsidère pas sa position envers l'Ukraine et continue dans la lancée de subjuguer américains, on se rend à l'évidence que c'est les États-Unis qui vont dicter sa conduite et qui continuent de dicter sa conduite à l'heure actuelle. Et fort malheureusement, les dirigeants de cette union-là n'ont maudit parce qu'ils sont embrigadés dans des structures comme l'OTAN. Ils sont embrigadés dans des structures qui empêchent, n'est-ce pas, la souveraineté de cet espace-là, qui permettrait à eux de définir une orientation idéologique, politique, diplomatique, qui permettrait, de mon point de vue, à arriver à quelque chose de fondamental pour l'existence même pérenne de l'Occident et garantit, n'est-ce pas, son hégémonie, puisque c'est un territoire qui adore l'hégémonie. Mais au regard de cette position qu'ils ont naturellement prise sur le conflit russo-ukrainien, on se rend à l'évidence qu'ils n'ont aucune indépendance sur cette question-là. Ils sont à la ramasse. Quand on prend, par exemple, la question de l'aide à accorder à l'Ukraine, vous voyez qu'ils sont dans la continuité de ce qu'aimeraient avoir, ou bien de ce que aimeraient voir les États-Unis en termes d'aide. Parce que si les États-Unis considèrent aujourd'hui qu'il faut donner des missiles longue portée qui permettraient de bombarder le territoire ukrainien, le territoire russe, les Européens vont forcément aller dans ce sens-là, au regard tout simplement de ce qui est fait aujourd'hui. Une simple observation permettrait d'avoir une telle analyse. Et de ce point de vue, l'existence même de l'Europe est quelque peu fragilisée, parce que si aujourd'hui ils s'offusquent pas qu'ils s'offusquent, ils considèrent que se replier sur soi pour mieux rebondir, parce que se replier sur soi, c'est mettre en déroute, n'est-ce pas, les recommandations de l'oncle Sam, qui n'aimerait pas voir, n'est-ce pas, cette poule aux yeux d'or qu'est l'Union européenne s'échapper de son piège qu'elle a tissé depuis belle lurette. Et donc, faire ce recul-là permettrait, n'est-ce pas, à l'Union européenne de comprendre que la solidité européenne ne viendrait que de l'ambition que eux et eux seuls ont en termes de recherche de paix, de recherche de stabilité, de recherche de climat social apaisé au sein de cette union-là, pour que l'économie qui aujourd'hui est inflationniste retrouve une stabilité qui permettrait, n'est-ce pas, le développement et la satisfaction de l'ensemble des populations qui vivent dans cette union-là. Et donc la relation envers l'Ukraine doit, de mon point de vue, être revue pour être recalibrée dans le sens de la recherche de la paix avec son vis-à-vis qu'est la Russie. La politique de soutien militaire et financier à l'Ukraine est-elle durable à long terme pour l'Europe? Quel rôle l'Union européenne peut-elle jouer dans la résolution du conflit? La politique de soutien ou alors d'aide militaire ou financière ne saurait être durable. Je considère que vous avez eu vent des dernières informations sur, n'est-ce pas, ce conflit-là en termes d'aide et d'aide militaire et financière. Mais prenons le cas de la France et de l'Allemagne, et je pense que nos auditeurs pourront retrouver des articles qui parlent de ce cas de figure, dans la mesure où la France aujourd'hui est en train, le journal Le Monde qui titre Ukraine, la France recalibre son soutien militaire envers la Russie, envers l'Ukraine, pour la simple et bonne raison qu'il y a une réflexion qui pousse à penser que l'État français est aujourd'hui en difficulté, est en situation de déficit. Et il faille ici retrouver les moyens pour, n'est-ce pas, permettre à ce que la population française ne se retrouve pas dans la rue. Au départ, on parlait de 3 milliards d'euros qui devraient être donnés
octroyé, pas donné, qui devait être octroyé à l'Ukraine. Aujourd'hui, on en est à 2,1 milliard qui est sensiblement octroyé en termes d'aide au niveau de l'Ukraine, au-delà du fait que la France octroie du matériel militaire, de la formation, qu'ils s'en vantent d'ailleurs, comme ils ont l'habitude de s'en vanter sur l'ensemble des territoires en difficulté, parce qu'ils sont pourvoyeurs de formation militaire pour, n'est-ce pas, les armées qui sont en conflit. Et prenons une fois de plus un autre exemple pour parler ici de l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui revoit de moitié l'aide qu'elle aimerait apporter à l'Ukraine. Et donc on s'est dit, si je me limite à ces deux exemples-là, c'est dit que la prospective en termes d'aide ne saurait perdurer, dans la mesure où même déjà à court terme, la guerre aujourd'hui c'est 2 ans, ça a commencé en février 2022, nous sommes en 2024, on s'enchemine vers la 3e année. Aujourd'hui, ils sont en essoufflement. Et la question sous-jacente à votre question, est-ce que les États-Unis vont s'accaparer, n'est-ce pas, la politique d'aide pour soutenir mordicus les offensives ou alors la résistance, puisqu'ils aiment utiliser ce concept consacré, la résistance ukrainienne vis-à-vis de la percée russe sur le territoire ukrainien. Est-ce que les États-Unis seront capables de soutenir cela? Je pense. La prochaine question, on va développer la position américaine sur le sujet de l'Ukraine. Existe-t-il? Allez-y. Et donc, pour faire bref, ce niveau-là, l'aide ne saurait être pérenne. Pour conclure, l'aide ne saurait être pérenne ni à court terme, ni à long terme, parce que les États aujourd'hui l'Union européenne est dans un climat inflationniste. Il y a les grèves, la montée de l'extrême droite, parce qu'au niveau social, les causes du genre la malbouffe, la mauvaise vie, la montée des prix sur le marché, donc il y a de l'inflation, les salaires qui n'augmentent pas, et donc le niveau de vie est en train de baisser au niveau de l'Union européenne. Et donc on s'est dit que si les populations ou alors l'opinion publique considèrent que l'État, ou alors l'Union, comme on aime à le dire, considère plus la question ukrainienne que les questions sociales dans leur propre pays. Il y a la montée de l'extrême droite qui voit d'un mauvais œil, n'est-ce pas, cette aide-là, et qui revendique la pleine souveraineté des États pour garantir le bien-être des populations au sein des États qui constituent l'Union européenne. Existe-t-il un décalage entre les pays européens dans leur engagement dans le conflit? Prenons l'exemple de la position de Viktor Orban qui estime que l'Ukraine est perdue. Depuis le début de ce conflit, moi j'aime pas dire que c'est une guerre, depuis le début de ce conflit, on voit bien les divergences d'opinion qui existent au sein de l'Union européenne, et c'est qui, dans une émission, nous a permis, du moins moi, a dit que l'Union européenne sera fragilisée, l'Union européenne sera divisée, l'Union européenne est en voie de disparition dans la mesure où ce conflit se vit au sein même de l'Union européenne, et qui n'arrive pas à avoir des positions concertées, qui n'arrive pas à avoir des positions unanimes sur une question aussi cruciale que ce conflit russo-ukrainien. Vous voyez ici l'exemple que vous prenez, celle de Viktor Orban, qui est considéré au sein de l'Union européenne, bien qu'étant membre, d'être un espion à la solde du président Poutine. Et vous voyez que si aujourd'hui on considère la Hongrie comme étant un pays réfractaire à l'unionisme qui doit exister dans cet espace européen-là, on considère que cette union n'est que fragile, est en voie de disparition. Et qui dit disparition, on voit cet espace consolidé par les États-Unis dans les années antérieures disparaître, parce que les objectifs ne sont aucunement communs. La vision prospective n'est plus commune.
Et donc, cela se matérialise sur le voyage, par exemple, que le président Viktor Orban a effectué en Russie. Et quand il revenait, il a exprimé le fait que le président Poutine n'est aucunement dupe. Le président Poutine a une lucidité sur la lecture des conflits, sur la lecture de l'évolution du monde, sur la lecture, n'est-ce pas, de l'avancement de ses troupes sur le territoire et des objectifs qu'il s'est fixés. Et factuellement, le président Orban essaye d'exprimer cela au sein de l'Union européenne qui se voit malheureusement mise en déroute. Et c'est pourquoi, si l'Union européenne se voile la face, ne prend aucunement la pleine mesure des objections qui sont faites sur l'ensemble des choses qui doit, de mon point de vue, être vues et revues, je pense que l'Union européenne est en train de s'égarer et donc sa politique envers l'Ukraine ne saurait être revue, mais plutôt consolidée dans le mauvais sens. Les États-Unis vont-ils abandonner le conflit en Ukraine comme ils l'ont fait dans d'autres conflits, Afghanistan, Vietnam, Irak? De prime abord, je dirais que les États-Unis n'abandonnent aucun conflit. Ils arrivent toujours avec un objectif. Si ce n'est un, c'est deux. Si ce n'est deux, c'est trois. Pour le cas de l'Afghanistan, je dois rappeler ici un chiffre qui doit logiquement faire peur dans le dos, celui de 1 000 milliards de dollars que les États-Unis ont mobilisés pour, soi-disant, accompagner ce pays vers l'installation de la démocratie. Ce pourvoyeur de démocratie, à mon sens, vient par le truchement, j'ai envie de dire, de la guerre, des conflits, de la lutte armée, de l'avènement des structures, des organisations qui mettent en mal l'existence de l'État, qui fragilisent la souveraineté des États. On parle ici de l'accompagnement que les États-Unis ont eu à un certain moment vis-à-vis des talibans, qu'ils semblent lutter aujourd'hui. Et donc, vous voyez que les États-Unis ont mobilisé de colossales sommes d'argent pour arriver à instaurer quelque chose de bon, selon eux, sur le territoire afghan. Est-ce la même chose sur le territoire ukrainien? On en reviendra. Prenons le cas du Vietnam. Est-ce que les États-Unis sont partis? Non, ils ont été chassés. Ils ont perdu la guerre là-bas. C'est le secrétaire d'État américain qui parlait encore de Saigon sur la chaîne CNN quand il affirmait que on ne connaîtra plus de Saigon sur le territoire ukrainien. Comme pour dire qu'ils sont préparés à aller jusqu'au bout. Ils sont préparés à soutenir, n'est-ce pas, les populations ukrainiennes, le gouvernement ukrainien, à vaincre Mordicus, à vaincre jusqu'au bout, à vaincre, n'est-ce pas, l'oppresseur russe. Est-ce à dire qu'ils ne vont pas mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars pour arriver à cette fin? Une de nos émissions, on parlait de l'interférence, n'est-ce pas, des intérêts américains sur le territoire ukrainien. On parlait de Hunter Biden que nous avons eu l'amabilité de convoquer ici quand on parlait de l'ingérence américaine dans l'émergence du conflit qui se vit aujourd'hui sur le territoire américain, sur le territoire ukrainien. Vous voyez la révolution du Maïdan et tout son corollaire, son pendant dans la dernière émission, le sommet d'ailleurs, que j'écoutais, le sommet des BRICS, que j'écoutais, la conférence, pardon, que le président Poutine a donnée à la veille du conseil du sommet des BRICS. Il rappelait le début de ce conflit-là, partant de la révolution que les États-Unis ont soutenue avec, n'est-ce pas, ces diplomates qui étaient sur le territoire, le renversement de Yanukovych. Et partant de là, est-ce que les États-Unis ont les mêmes intérêts
ont eu les mêmes intérêts sur le territoire afghan, sur le Vietnam, et j'en passe. Que non. Aujourd'hui, les États-Unis ont considéré qu'ils vont revoir leur interventionnisme étatique militairement. Ils n'envoient plus les soldats américains se faire tuer. Ils considèrent que vous avez besoin de formation. C'est la politique française qu'ils essayent d'adopter. Vous avez besoin de formation, d'accompagnement en termes d'idéologie de guerre, de stratégie, de géostratégie, de géopolitique, d'analyse de terrain. Et donc, à ce moment-là, ils vous accordent des aides, du matériel militaire, mais c'est vous et vous-même qui faites la guerre. Eux, ils agissent dans la guerre par procuration, c'est-à-dire c'est des structures américaines privées qui sont mises à disposition des États pour accompagner, n'est-ce pas, la lutte contre les oppresseurs. On va parler ici de Blackwater, les structures comme les Blackwater qui sont des structures privées qui font, n'est-ce pas, de la guerre quelque chose, leur core business. Et à ce moment-là, est-ce que les États-Unis, pour répondre maintenant à la question, est-ce que les États-Unis sont prêts à mobiliser plus de 1000 milliards de dollars pour accompagner les États-Unis, l'Ukraine? La réponse se trouve dans l'idéologie ou alors la politique interventionniste, la politique étrangère des Américains, que si aujourd'hui ils se retirent, comme cela s'est fait au Vietnam, parce que le retrait n'est pas le même, ils ont été battus au Vietnam. S'ils se retirent comme cela a été en Afghanistan, est-ce que les États-Unis gardent la primauté de la suprématie militaire sur la scène internationale? C'est des éléments qu'il faut prendre en compte pour, n'est-ce pas, voir à quel point les États-Unis sont prêts à aller jusqu'au bout dans ce conflit qui rappelle la guerre froide qui, selon certains historiens, les États-Unis ont gagné. Or, si aujourd'hui la conscience collective russe arrive à comprendre que les États-Unis ont peur de la Russie parce qu'ils ont perdu, n'est-ce pas, cette confrontation qui se vit aux portes de la Russie, à ce moment-là, le mythe américain, ce rêve américain qu'on nous vend, s'estompe, se dilate, se perd. Et on se rend à l'évidence que les États-Unis ne sont qu'un géant au pied d'Agile, pour faire ici un corollaire avec la définition qu'on nous donnait quand j'étais en classe de 5e, 6e, parlant de la Chine. Et donc, cette aide, cette politique d'aide que les États-Unis doivent accorder à la Chine, de mon point de vue, elle n'est pas identique à celle des États-Unis, de l'Union européenne. Aujourd'hui, les États-Unis sont à 175 milliards de dollars qu'ils ont déjà mobilisés au profit de l'Ukraine. Est-ce que, avec le contexte actuel, l'inflation qui se vit, ils sont à 2,4 d'inflation sur le territoire, qui a été plus ou moins maîtrisée sur le territoire américain? Est-ce que les élections, l'orientation idéologique du candidat Kamala Harris, Donald Trump, est-ce qu'on arrivera à trouver un terrain d'entente pour, n'est-ce pas, de mon point de vue, continuer à entendre les pleurs qui viennent du président Zelensky en termes de « si vous nous laissez dans la gueule d'un loup qui va nous dévorer ». Bon, comment l'engagement américain en Ukraine se compare-t-il avec l'engagement précédent? On a parlé de l'Irak, on a parlé de l'Afghanistan. L'Irak a été un fiasco. Est-ce qu'on peut comparer ces engagements par rapport à l'Ukraine? Oui, on peut. C'est tout autant possible de le faire. Mais je pense qu'en Irak, en Afghanistan, les soldats américains étaient sur le terrain. Et ici en Ukraine, ils ont eu la malice de ne pas envoyer un soldat. Ils sont juste dans la formation des militaires ukrainiens. Et donc, comme pour dire que nous vous soutenons, nous avons à cœur votre souveraineté
nous avons à cœur la justice sociale, nous avons à cœur le droit international qui doit être respecté. Mais pour le faire, nous n'avons aucunement besoin d'envoyer un de nos éléments sur le territoire parce que cela agiterait, n'est-ce pas, l'ours russe pour entrer en conflit. Je pense qu'on reviendra sur les étincelles qui peuvent pousser à une potentielle guerre mondiale. Et donc, ils ont pris cela en compte et ils sont arrivés à la conclusion qu'ils ne sauront envoyer un militaire, un marine sur le territoire ukrainien de manière officielle. Mais de manière officieuse, nous tous on sait qu'ils sont sur le terrain et ils accompagnent l'armée ukrainienne dans ce conflit-là. Et il faut dire tout simplement que les États-Unis, pour comparer, n'est-ce pas, au-delà du fait qu'ils ne sont pas sur le terrain, c'est l'intelligence militaire qui, de mon point de vue, est magnifiée aujourd'hui. Cette intelligence-là mobilise les moyens technologiques qui sont, à mon sens, mis à disposition de l'Ukraine. Mais maintenant, on a aussi parlé dans une émission que bien que vous ayez toute la technologie nécessaire, mais si vous n'avez pas la formation adéquate, l'usage de ce matériel-là ne permettrait pas de mettre en déroute, n'est-ce pas, votre vis-à-vis. Et il faille donc un accompagnement, mais cet accompagnement s'étalera sur combien d'années? Est-ce que les militaires ukrainiens sont habiles dans l'assimilation de la formation pour être plus efficaces sur le terrain? Et donc, tout cela mis ensemble montre que les États-Unis sont dans une autre perspective, dans une autre approche en termes d'accompagnement, d'aide et de sauvegarde de ses intérêts sur un territoire qui lui est précieux. Et donc, si nécessaire, l'OTAN interviendra et par le truchement de l'OTAN, les États-Unis seront sur le territoire. Vous avez parlé de l'idéologie de l'un ou l'autre candidat, Kamala Harris ou Donald Trump. Y a-t-il un risque d'abandon de la part des États-Unis si le conflit se prolonge ou devient plus coûteux? Quel impact cela aurait-il sur l'Europe et sur l'avenir du conflit en Ukraine? Alors, prenons d'abord l'abandon. Selon le candidat, Kamala Harris est dans la continuité de ce qui se fait présentement, c'est-à-dire apporter de l'aide à l'Ukraine ipso facto. Le président Donald Trump, quant à lui, il est dans une distance qui, selon lui, doit prévaloir. Est-ce que les États-Unis ont un intérêt à continuer à apporter une quelconque aide à l'Ukraine? Si la réponse est oui, on sait bien que le président Donald Trump apportera l'aide parce que pour lui, c'est le protectionnisme américain qui prime. Et donc, de ce point de vue, ce protectionnisme-là ne peut qu'être viable en termes d'accaparement d'intérêts partout où les États-Unis pourraient avoir ces intérêts-là. Comment est-ce que cela se manifeste sur le terrain? Quel est cet élément qui permettrait à ce qu'on abandonne l'aide qu'on pourrait accorder ou alors on continue à apporter l'aide là? C'est maintenant à ce niveau-là qu'en pleine campagne électorale, les électeurs sont mobilisés pour non pas décider, mais pour être entendus et accepter l'idée selon laquelle on doit continuer à aider. Pourquoi aider? Les candidats comme Kamala Harris vont exposer le fait qu'il faille sauvegarder la souveraineté des États. Si on abandonne l'Ukraine, voici ce qui va se passer. Les États vont considérer que le droit international doit être bafoué et on retourne à la préhistoire où la conquête des territoires est quelque chose de normal. La normalité naturelle, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler, ce que Rousseau parlait de retour au droit naturel, c'est-à-dire dans cette animosité, l'animosité humaine qui voudrait qu'il n'y a pas de loi. Je vois ton bien, ça m'intéresse, je prends. Il n'y a pas de loi qui régit
n'est-ce pas, le comportement des individus dans une société qui se veut civilisée. Donc le retour au droit naturel, ce que Kamala Harris exposerait naturellement à ces électeurs-là, que nous devons accompagner l'Ukraine pour tout simplement sauvegarder sa souveraineté. Considérez que si les États-Unis sont dans cette posture-là, est-ce que vous allez blaguer avec votre souveraineté? Et donc, c'est ce discours que pourrait tenir Kamala Harris. Quant à Donald Trump, par exemple, lui, avec son protectionnisme, il évaluera, n'est-ce pas, les intérêts des Américains, s'ils sont minimes, au regard du fait que lui, déjà, il considère que sur le territoire ukrainien, les Américains ne gagnent pas grand-chose. C'est les individus américains qui y gagnent parce qu'ils y font du business. Ce n'est pas l'État qui gagne quelque chose. Vous avez les Hunter Biden, et les dossiers sont sur la place publique. Et donc, à ce niveau-là, l'opinion publique décidera si, comme cela a été le cas à la guerre du Vietnam, est-ce que Nixon avait convoqué les 4 minutes du peuple avec ses stratèges en communication. Et donc, vous voyez ici que l'opinion sera mobilisée pour décider en dernier ressort si les États-Unis doivent continuer à aider l'Ukraine. C'est là sur la base de quoi? De sa vie sociale qui est menacée parce qu'on mobilise les moyens pour envoyer à un autre. Et donc, les impôts, l'inflation que lui, il vit, n'est aucunement maîtrisé par le gouvernement américain, il se verra dans la rue. Et s'il est dans la rue, c'est la révolte. Et les dirigeants américains ne voudraient pas avoir une révolte du fait de ce qu'ils aideraient un quelconque État à sauvegarder sa souveraineté, sa justice sociale, parce que lui-même à l'intérieur, il a, à mon sens, des difficultés à garantir la pleine satisfaction de ses propres citoyens. Et donc, c'est l'opinion publique qui, à mon sens, tranchera ce débat si les États-Unis doivent continuer à aider ou pas l'Ukraine dans ce conflit qui l'oppose à la Russie. Et est-ce que l'Union européenne, cet impact que ça pourrait avoir, est-ce que l'Union européenne pourrait poursuivre le conflit sans les États-Unis, sans les... Alors, vous parlez ici de la quelconque indépendance que pourrait avoir l'Union européenne au regard de la posture hégémonique des États-Unis qui l'ont mis sous sa coupole. Mais la réponse est toute évidente qu'à l'heure actuelle, non, l'Union européenne ne pourrait aucunement continuer. Parce que nous avons développé à la précédente question le fait que les deux pays qui portent en lumière ces institutions-là sont en difficulté. Et donc, comment est-ce qu'ils n'arrivent pas, les deux réunis, à mobiliser 175 milliards de dollars pour apporter une quelconque aide? Imaginez les États-Unis se retirer. Le président Zelensky qui se pavane dans cet espace-là, au dernier sommet de l'Europe de l'Est, Ukraine, il convoquait déjà, je pense qu'on y reviendra, il convoquait déjà le fait qu'il se sent abandonné. Et donc, vous voyez, c'est que parce que les États-Unis sont pris par la situation électorale dans leur propre pays, et ce qui les intéresse au plus haut point, ils délaissent quelques questions d'ordre mineur, parce que il ne saurait être partout. Et donc, vous voyez ici que l'Union européenne suit le tandem que donnent les États-Unis. Et donc, à l'heure actuelle, si l'Amérique se retire de l'aide colossale qu'elle apporte, je pense que le président Zelensky n'aura ses yeux que pour pleurer. Parce que l'Union européenne est en incapacité d'apporter une quelconque aide, du moins à la hauteur de ce que pourraient apporter les États-Unis. Risque d'une escalade mondiale. Poutine pourrait-il déclencher une guerre mondiale? Je pense que non. Je pense que non. La personne Poutine, non, il ne pourrait aucunement déclencher une guerre mondiale. Mais le président de la République, qui doit
garantir la sécurité de ses citoyens, la sauvegarde de la souveraineté de son territoire, faire respecter le russe partout où besoin sera. Je pense que ces objectifs-là peuvent, d'une certaine manière, pousser le président à poser des actes qui inciteraient à envenimer un conflit. Dans la mesure où on voit la réaction qu'il a eue quand la Rada a considéré que la langue russe n'est plus la bienvenue sur le territoire ukrainien. Et donc, ça a valu l'intervention de l'État dans le sens où ils ont envoyé des troupes sur le territoire ukrainien pour sauvegarder, n'est-ce pas, cette affinité russe qui se trouve sur le territoire ukrainien. Et patatras, on est tombé dans l'accaparement, la conquête territoriale, et ce qui est condamnable d'ailleurs. Et donc, vous voyez ici que c'est le besoin de garantir la sécurité, le besoin de garantir toute liberté du citoyen dans le respect qui pourrait pousser le président russe à poser des actes qui seront interprétés par soit les États-Unis, soit de la communauté internationale comme étant de belliqueuses et entraîner, n'est-ce pas, un ensemble de conséquences qui, à mon sens, pourraient aboutir à une quelconque guerre mondiale. Quelles sont les chances que le conflit en Ukraine dégénère en guerre mondiale? Nous avons le conflit de la Corée du Nord, Corée du Sud, qui se déplace de facto en Ukraine. Alors, les chances sont déjà sur la table. Les chances sont là que le conflit peut dégénérer à tout moment. Les éléments langagiers sont déjà mobilisés pour qu'on arrive à cette escalade-là. Moi, simple expert en communication, vous avez souvenance de ces propos tenus pas plus tard qu'une semaine, je pense, du président Zelensky qui convoquait le fait que en 1994 ou 1994, à la dislocation de l'URSS, il y a eu cette volonté de s'affranchir, n'est-ce pas, du développement des armes nucléaires. Et donc la Russie, l'Ukraine et l'ensemble des pays qui étaient constitutifs de cet État-là ont volontairement lâché prise sur le développement des armes nucléaires. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, le président Zelensky convoque, n'est-ce pas, cette erreur stratégique que l'Ukraine a eue dans le sens où ils auraient dû continuer à développer l'arme nucléaire pour mieux se protéger. La question aujourd'hui est la protection, qui garantit la protection de l'Ukraine. Et donc, cette question est mise sur la table et convoque, n'est-ce pas, l'abandon que les partenaires ukrainiens essayent de mettre essayent de lâcher l'Ukraine dans la bouche de l'ours russe parce qu'il ne se sent plus protégé. Et donc, vous voyez que l'Ukraine revendique, n'est-ce pas, le besoin de développer une arme nucléaire pour mieux se protéger parce qu'elle ne veut plus dépendre d'une quelconque protection, soit des États-Unis, soit de l'Union européenne. Elle peut retourner son arme contre l'Union européenne plus tard. Plus tard, si elle considère que l'Union européenne devient une menace. Et au-delà de ça, vous avez eu la réaction de Maria Zarapova qui considère que si l'Ukraine entre dans l'OTAN, il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura jamais de paix. Le président, pour enchérir, parlant de la bombe nucléaire, qui considère que ça sera la provocation ultime. Et donc, vous voyez ici que dans l'escalade communicationnelle, nous sommes en plein dans la guerre mondiale. Nous sommes plein dans la guerre mondiale, dans l'escalade communicationnelle. Et donc, la matérialité de cette escalade-là, en termes de
de praticité de la guerre sur le terrain n'est que minime, n'est que minime. Et donc, il faut, de mon point de vue, mobiliser, n'est-ce pas, encore des éléments pour en arriver. Mais d'un point de vue communicationnel, nous sommes dans Est-ce que ces une guerre éléments mondiale. ne sont pas en train d'être mis en place avec le conflit Corée du Nord, Corée du Sud, qui se déplace en territoire neutre, donc en Ukraine? Alors, le président ukrainien a considéré que c'était un canular. Non, pas le président ukrainien, mais les officiels russes ont considéré que c'était des canulars, c'est une guerre de désinformation que l'Ukraine a voulu mettre en avant pour dire que les soldats de la Corée du Nord sont déjà sur son territoire pour accompagner la Russie dans sa sale besogne, comme elle considère. Et donc, c'est une guerre de désinformation qui est de bonne guerre en plein conflit. On appelle ça de la communication de propagandiste. Et donc, c'est de bonne guerre qu'il communique ainsi. Mais qu'est-ce que ça apporte? Apporte en termes de fragilisation de l'adversaire, en termes de besoin de convaincre l'opinion publique de l'autre camp quant à ce que ces agissements sur mon territoire ne sont aucunement dans le sens de consolider les meilleures relations qui pourraient exister entre nos deux nations. Et donc, convoquer cet élément-là, c'était une erreur de communication que, à mon sens, l'Ukraine a essayé de faire. Mais l'élément fondamental à retenir, ce peut aussi être le fait que, comme ils ont convoqué l'arme nucléaire, ils essayent de camoufler la petite bévue de leur président et convoquer ces éléments-là. Et donc, c'est un camouflage communicationnel, tout ça. Mais l'élément fondamental pour tout analyste qui se veut sérieux, c'est de considérer ce besoin de guerre, de bombes nucléaires pour l'Ukraine dans l'optique de mieux se protéger comparativement à ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'elle a adossé sa souveraineté, elle a adossé sa sécurité sur les éléments extérieurs qui ne sont que les États-Unis, la communauté internationale. Changement de tactique, devenir souverain et devenir indépendant, est-ce que cela ne peut pas être un danger futur, soit pour la Russie, soit pour l'Union européenne, connaissant les agissements et les pensées de M. Zelensky? Tout à fait, tout à fait. Si aujourd'hui, vous avez souvenance, on a parlé du traité de Minsk, qui revendique la neutralité de l'État ukrainien. Si aujourd'hui l'État ukrainien n'est plus neutre, il y a forcément un climat conflictuel qui est perpétuel, d'ailleurs, comme vous le dites si bien, qui, à mon sens, aboutira inéluctablement à un conflit ouvert. Pour la simple et bonne raison que la Russie, se sentant toujours et perpétuellement menacée, avec l'acquisition de la bombe nucléaire sur le territoire ukrainien, le développement des armes bactériologiques et chimiques sur le territoire avec l'aide de Hunter Biden, j'ai oublié le nom du laboratoire qui essaye d'accompagner dans ce sens-là. Vous voyez ici que c'est un cocktail Molotov qui est créé dans cet espace géographique qu'est l'Ukraine. Et donc, à mon sens, je considère que si les États-Unis, l'Ukraine, la Russie, la communauté internationale prise dans son ensemble, arrive à considérer que l'Ukraine doit avoir la bombe nucléaire, l'Ukraine doit intégrer l'OTAN, c'est toujours l'OTAN qui se rapproche des portes de la Russie. Vous voyez que nous sommes dans une provocation perpétuelle aussi. Et pour mettre fin à ça, on arrivera naturellement à un conflit israélo-palestinien qui, à mon sens, perdurera sur l'espace géographique américain. Mais au profit de qui? La question est posée. La question trouve réponse dans les agissements des uns et des autres. Quand on regarde, n'est-ce pas, le besoin
le besoin des États-Unis s'ingérer dans les affaires des autres pays, on voit bien que c'est un élément fondamental pour leur politique étrangère. Et l'Ukraine dans l'OTAN, l'Ukraine possesseur d'armes nucléaires, ce qui n'est pas un rêve. Et donc la Russie, naturellement, essayera de se protéger. Et si elle essaye de se protéger, c'est aller en guerre contre les institutions comme l'OTAN, comme la force que les États-Unis, que la communauté européenne aimerait mettre en place. Et donc, tout ça mis ensemble, c'est la guerre mondiale. Peut-elle continuer à supporter les conséquences économiques de ce conflit? Quels secteurs sont les plus touchés et quelles sont les solutions envisagées par les gouvernements européens? Comment les sanctions économiques contre la Russie impactent-elles les économies européennes, notamment l'Allemagne et la France? Sans vouloir être long sur cette question, on a eu des élections qui se sont déroulées et tout ce qu'on observe, c'est la montée de l'extrême droite. Pourquoi, la question qu'on se pose, c'est pourquoi l'extrême droite est fulgurante sur la scène européenne. Pour la simple et bonne raison que le discours qu'ils tiennent, j'ai envie de dire, trouve un assentiment au niveau des populations qui croient à ce discours-là parce qu'ils observent, n'est-ce pas, l'égarement des partis politiques qui avaient pignon sur rue il n'y a pas longtemps. Constatant cela, vous voyez que cette divergence d'opinion où on considère que la montée de l'extrême droite est quelque chose de néfaste, mais réel, basé sur quelque chose de factuel, porte à croire que nous avons là devant nous quelque chose de dichotomique, quelque chose de difficile à cerner, quelque chose de divisible, où on a des citoyens ici qui considèrent que nous sommes dans l'Union européenne, on doit, et on a des citoyens qui estiment que l'Union européenne n'apporte rien à personne et il faut s'en débarrasser. Ayant dit cela, l'élément qui me vient à l'idée, qui englobe, n'est-ce pas, qui donne réponse à toutes vos préoccupations concernant cette question-là, c'est tout simplement le besoin de ces États-là à voir la vie sociale s'améliorer, le besoin de savoir qu'ils ne sont plus envahis, le besoin du contrôle de l'immigration, le besoin de l'augmentation du salaire des travailleurs, de l'ouvrier, les conditions de vie du travailleur. Il y a les questions sociales, les acquis sociaux qui sont remis en cause aujourd'hui, qui, de mon point de vue, posent problème. Vous avez des organisations qui tendent à montrer que la vie au sein de l'Union européenne s'effrite pour la simple et bonne raison qu'il y a, n'est-ce pas, la vie chère qui est le corollaire de l'existence d'une inflation. Et donc, si le panier de la ménagère est vide, naturellement, les rues vont gronder. Pour lutter maintenant contre les rues qui doivent gronder, l'Union européenne met en place des politiques d'aide qui n'aident pas véritablement les citoyens, mais aident plutôt les dirigeants qui sont, à mon sens, des corrompus. Et à ce niveau-là, on voit bien que il faille naturellement que les dirigeants travaillent à ce que la population trouve une satisfaction dans les différentes politiques qui sont menées. Si cela n'est pas fait, je pense qu'il y aura une révolution qui pointe à l'horizon. L'avenir du conflit, Poutine ira-t-il jusqu'à Kiev? La Russie est-elle militairement et économiquement en mesure d'envahir toute l'Ukraine, y compris Kiev? Je vais penser à rebours poil à votre question pour essayer de dire que est-ce que
nous devons laisser la Russie envisager envahir Kiev. Si on se pose la question ainsi, on voit bien que le développement fait précédemment, où je parlais de reconnaissance des torts, est quelque chose de fondamental. Parce que si on continue dans la logique qui voudrait que l'on pense que parce qu'il y a des nazis en Ukraine, il y a forcément négation de sa souveraineté, cela est dans le sens de la perpétuation de ce conflit-là, de la perpétuation de ce climat belliqueux, de ce climat où on ne voit plus l'avènement d'une paix certaine. Et donc, non, le président Poutine ne doit aucunement envisager envahir Kiev, bien que les analystes occidentaux et américains, j'ai envie de dire, considèrent que la logique, le point d'aboutissement du président Poutine dans sa stratégie, ils appellent cela stratégie d'occupation, ou alors guerre d'attrition, pour parler de guerre d'usure, c'est l'envahissement de Kiev. Que non, le président Poutine peut aussi être simplement dans une logique d'éducation historique. C'est inquiétant parce qu'il a déjà pris 4 oblasts. Je suis tout à fait conscient de cela, et si cela est fait, le président Poutine peut tout simplement brandir le fait qu'il y a eu un référendum. Et un référendum qui vraisemblablement n'est pas considéré au niveau international, mais si le président Poutine s'est aventuré dans sa lancée, c'est parce qu'il considère que le droit international ou le droit développé par la communauté internationale n'est pas applicable à lui. Et de ce point de vue, vous avez son récent discours sur la Cour pénale internationale, qui n'est considérée, selon lui, nulle part ailleurs que pour les pays qui sont dits faibles. Et donc lui, ne reconnaissant pas cela, il peut s'aventurer où il veut. Mais c'est aux États qui se veulent sérieux, aux États qui, à mon sens, ont encore la dignité humaine comme étant un élément majeur pour l'existence de l'homme sur Terre. Ils doivent arriver à dire au président Poutine l'envahissement de Kiev met fin à l'existence de l'homme sur la Terre. Parce qu'on aura la conquête des bombes nucléaires. On aura, comme c'est déjà le cas avec le président Poutine et le président Zelensky, qui rappelle l'urgence de développer la bombe nucléaire. Et le président Poutine l'a rappelé à cette conférence-là, que développer la bombe nucléaire, c'est pas quelque chose de difficile. C'est quelque chose de facile. Et donc, vous voyez ici que si on arrive à ça, à penser que lui-même, il arrive à penser qu'il doit envahir Kiev, mais Kiev doit aussi se protéger. Et si Kiev se protège, tous les moyens sont bons. Faisons un parallèle. Est-ce que la situation qui prévaut aujourd'hui en Israël, où Israël dévaste carrément une partie du Liban pour chasser le Hamas, est-ce que Poutine ne pourrait pas poursuivre ses objectifs, dont l'éradication du nazisme jusqu'au Kiev? C'est possible, c'est tout à fait possible, mais je me répète à dessein pour dire que les États doivent être francs et arrêter la diplomatie hypocrite. La diplomatie hypocrite qui est basée sur la recherche des intérêts individualistes, qui ne pensent pas à la vie humaine dans sa globalité, dans sa généralité. Si aujourd'hui les États considèrent que la vie humaine est quelque chose de fondamental, on n'accepterait pas ce qui se passe au Liban, on n'accepterait aucunement ce qui se passe en Palestine, on n'accepterait aucunement ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe, et j'en passe, au Yémen, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On n'accepterait jamais ce qui se passe en Ukraine, pour être plus complet. Mais au regard du fait que les intérêts des nations est au-dessus de la vie humaine, on arrive
à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que si on considère que les citoyens d'un pays A ne sont pas en égalité en termes d'humanité avec les citoyens d'un pays B, forcément, on a cette logique selon laquelle on peut bombarder. On a cette logique selon laquelle on peut les tuer. On a forcément la logique selon laquelle on peut les mater, on peut les subjuguer, on peut les apprivoiser, j'ai envie de dire, comme la logique pensante des États-Unis qui, eux, n'essayent pas de vous bombarder, mais tout en niant votre humanité, ils vous apprivoisent. Et quand on apprivoise, on vous dompte. Est-ce que vous êtes encore considéré comme étant un humain? On apprivoise des animaux. Et donc, vous voyez ici que la considération qu'on apporte à une population permet, à mon sens, de définir le rapport avec lequel on va s'approcher d'elle. On bombarde les animaux, on essaye de tuer l'animal. Donc, si le président Poutine considère qu'en Ukraine, il y a des néo-nazis, vous avez la dénomination en communication quelque chose de fondamental. Si on essaye aujourd'hui de dire que les néo-nazis, c'est pour simplement dire que par un schéma mémoriel, on va se rappeler que nazi, c'est quelque chose de fondamentalement méchant et qu'il faut détruire. Et donc, forcément, j'aime bien le mot que vous venez d'utiliser, éradiquer, qu'il faut forcément éradiquer. Et forcément, on doit les éradiquer comment? En bombardant. Et quand on bombarde, il y a forcément un dégât collatéral qui va émerger. Et fort malheureusement, on arrive à ce que nous vivons aujourd'hui, la négation de l'humanité. Et cette négation ne date pas d'aujourd'hui. On a nié notre humanité, l'humanité de la race que je porte. On l'a nié, et ce qui continue jusqu'aujourd'hui dans cette négation, nous avons le pays en tête, la France. La France qui, à mon sens, continue cette négation avec l'existence du franc CFA. Et donc, si aujourd'hui, la race à laquelle j'appartiens s'élève aujourd'hui et s'offusque selon le principe qu'il faut ma totale liberté, c'est-à-dire je sors de cet apprivoisement que vous m'avez confiné et j'acquiers cette liberté qui est fondamentale à mon émancipation, à mon évasion totale. Et donc, vous voyez ici que si je sors de là, la France perd quelque chose de fondamental qui l'aide à continuer son hégémonie et sa place dans le Conseil des Nations. Et donc, vous voyez que pour revenir, c'était un parallèle qui valait son pesant d'or. Et donc, pour revenir à la question et répondre logiquement, c'est parce que la nature humaine est perdue. Et le président Poutine, bien que voulant aider à rappeler que la nature humaine, ce sont les valeurs familiales et des valeurs qui s'adossent à la chrétienté, je pense qu'il se fourvoie à un certain moment et il faille que les nations qui mettent en lumière une diplomatie non pas hypocrite arrivent à lui dire que l'envahissement de Kiev est quelque chose de périlleux. Il faut arriver à dire aux États-Unis que l'avancée de l'OTAN vers les frontières ukrainiennes, russes, c'est quelque chose de périlleux. Il faut arriver à dire à la communauté internationale que la communauté internationale n'est pas que de nom. La communauté internationale n'est pas un ordre dictatorial. La communauté internationale n'a été votée par personne. La communauté internationale a été constituée par des États qui ont la même idéologie, c'est-à-dire subjuguer les autres. De ce point de vue, il faut disloquer la communauté internationale, à mon sens, pour qu'on arrive à la création d'une communauté internationale qui se veut véritablement internationale. C'est-à-dire celle-là qui, à mon sens, accepte les positions souverainistes des nations, qui accepte, n'est-ce pas, l'orientation souverainiste des nations, celle-là qui accepte non pas la négation de l'humanité dans les États
comme on parle par exemple du cas des Ouïghours en Chine, comme on parle par exemple du cas de la communauté anglophone au Cameroun qui se sentent marginalisés et qui se sentent déshumanisés, comme on parle des communautés et des communautés, mais il faut arriver à éduquer, non pas l'État, à éduquer les populations à comprendre que l'existence de l'État c'est pour, et à mon sens, arriver aussi à créer quelque chose de fondamental pour la véritable osmose mondiale qui aiderait, à mon sens, à vivre en toute harmonie, loin de tout conflit, avec tout le respect de la planète Terre qui se veut aujourd'hui une question fondamentale qui est détruite par les agissements des hommes, c'est-à-dire la création de la guerre. C'est sur ce mot que s'achève cette émission, mais les conséquences économiques de la guerre se font durement sentir en Europe, mettant à l'épreuve la solidarité européenne et testant la résilience des économies, notamment en Allemagne et en France. La question centrale reste de savoir si la diplomatie pourra prendre le pas sur la confrontation et si un compromis réaliste peut être atteint sans perdre de vue les principes fondamentaux de souveraineté et de sécurité collective. En définitive, la sortie de crise en Ukraine exigera des compromis de toutes les parties ainsi qu'un leadership fort au niveau international. L'avenir de la paix en Europe dépendra de la capacité des grandes puissances à agir avec sagesse en évitant les pièges de l'escalade et en s'engageant de manière constructive vers une résolution durable. L'analyse parfaite du consultant maison, M. Etoga. À très bientôt.